le club. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du club. Après une petite pause estivale, l'équipe des médiathèques est ravie d'être de retour pour un nouvel épisode de ce podcast. L'idée, comme toujours, on est 4 autour d'une table. On va un petit peu discuter de nos dernières découvertes, de nos derniers coups de cœur littéraires, cinéma, musique et même peut-être d'autres choses. Je suis accompagné d'une nouvelle équipe à qui je peux déjà dire bienvenue dans le club. Je suis donc avec Laure. Salut Laure, est-ce que ça va ? Ça va, merci. Ouais. Bonjour. On a Caroline aussi qui est avec nous. Bonjour. La forme. Ça va, ça va. Et du coup, Ronan qui prend la première fois la parole derrière un micro en français, parce que d'habitude c'est plutôt en breton. Ouais, tout à fait, ouais. Salut. Voilà, donc c'est une grande première. Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre directement dans le vif, dans le cœur du sujet et qu'on partage un petit peu nos derniers coups de cœur. Donc, on est parti pour un petit peu plus d'une heure de discussion, je pense. De toute manière, on s'adaptera en fonction de vos envies, de ce que vous avez envie de partager avec nous. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de commencer, a déjà une petite idée en tête ? Allez, j'y vais. Yes, alors c'est Laure qui va commencer. Donc, moi, je vais vous parler d'un roman de Olivier Bourdeau qui s'appelle Florida, qui est sorti il y a quelques mois. Donc, vous le connaissez peut-être, c'est celui qui avait écrit En attendant Bojangles, qui avait fait un très gros carton quand c'est sorti. C'était son premier roman en 2016. Et son premier roman était un roman plutôt fantaisiste, très optimiste, décalé, et à la fois tendre et mélancolique. Et du coup, j'avais beaucoup aimé. Et donc, j'ai tenté le dernier qui s'appelle Florida, et qui est sorti donc il y a quelques semaines, et qui en fait est dans un registre complètement différent. Et juste pour vous mettre dans le bain, je vous lis le résumé. Ma mère s'emmerdait, elle m'a transformée en poupée. Elle a joué avec sa poupée pendant quelques années et la poupée en a eu assez. Elle s'est vengée. En fait, ça parle d'une petite fille qui, pour ses 7 ans, reçoit un juste au corps. Et sa maman décide de l'inscrire à un concours de mini-miss. Et par chance, elle gagne ce concours. C'est la première fois qu'elle participe à un concours de mini-miss et elle gagne. Et en fait, sa mère voit là quelque chose de fabuleux. Elle réalise les rêves qu'elle n'a pas pu avoir quand elle était gamine. Et donc, du coup, elle rentre dans l'escalade de tous ces concours sur l'hypersexualisation de sa fille. Elle la met en scène, elle la coiffe, elle la maquille, vraiment pour en faire un objet. Voilà, il y a un vrai culte du corps. Et sauf que la gamine, ça ne lui plaît pas du tout, quoi. C'est pas quelque chose dans lequel elle se retrouve. Surtout que c'est une fille qui est intelligente, qui marche bien à l'école, qui prend du recul sur les choses. Et donc ça lui plaît pas du tout d'être dans cette position-là. Surtout qu'elle ne regagne plus aucun concours. Et à 12 ans, elle pète un boulon, elle dit stop. Et elle va faire comprendre qu'elle veut plus ça. Et elle va basculer dans l'excès. Et en fait, donc, ça va être un roman sur l'autodestruction de son corps. Elle va aller complètement dans l'inverse de tout ce que sa mère a voulu pour elle. Voilà, donc ça parle de dictature de la beauté, parce que je ne veux pas trop vous raconter l'histoire. Ça parle d'autodestruction, ça parle de dictature de la beauté, du voyeurisme, de comment le corps est représenté dans la société, qu'est-ce qui fait que... faire rendre la femme objet. Dès le plus jeune âge en plus. Dès le plus jeune âge. Ouais. Et en fait, elle va basculer dans quelque chose de contraire. Elle va basculer petit à petit dans le culturisme et dans le bodybuilding. Et donc, elle va faire, elle, un choix, du coup, de ce qu'elle veut faire de son corps, de comment elle va combattre cette image. Et c'est le rapport à la famille, c'est le rapport à la mère. Voilà, et c'est plutôt cynique, c'est plutôt un humour noir, et en même temps, moi, ça m'a dérangée. Enfin, tout le temps où j'ai lu le livre, je me dis mais c'est pas possible. J'ai imaginé ma fille, et je me dis mais c'est pas possible de vouloir imposer ça à des enfants. Il y a beaucoup de choses. On parle souvent des concours de mini-miss. Et voilà, toute cette... qu'est-ce qu'on veut pour nos filles, qu'est-ce qu'on veut pour l'image de la femme. Enfin,
voilà, c'est très riche, et à la fois c'est romancé, mais à la fois c'est percutant. Et c'est des phrases courtes, donc ça se lit aussi très vite. C'est assez facile à lire. C'est pas un très gros bouquin, il y a 250 pages à peu près. Donc voilà, moi c'est un peu mon coup de cœur de ces derniers mois, quoi. En vrai, ça donne envie. Hein. Ouais, carrément. Ouais, c'est un peu. Mais c'est un côté glauque et puis un c'est côté de la résistance aussi. Ouais, aussi. Ah, moi, j'aime bien les œuvres qui ont tendance un peu à nous mettre mal à l'aise et à nous remuer. Du coup. Et tu vois, au début, quand tu as commencé à parler de Minimis, alors c'est pas du tout aussi gênant, dérangeant, etc. Mais il y avait un film que j'avais beaucoup aimé et que j'ai regardé il y a pas si longtemps, que vous connaissez certainement, qui s'appelle Little Miss Sunshine. Je pense à ça quand tu ouais. T'as peut-être envie de parler un petit peu du film ou... Oh non, je l'ai vu il y a trop longtemps, là, oui. Je vais en parler parce que je trouve que c'est un film qui est très sympathique. Little Miss Sunshine, en fait, c'est un road movie. Les road movies, en gros, c'est un film où généralement, il y a des personnages qui partent sur la route et on va suivre un petit peu leur chemin. Et en fait, souvent, la route est un peu métaphore de l'évolution des personnages, leur avancée, etc. Et donc là, on va suivre une famille qui rencontre un certain nombre de problèmes. On a dans la famille un ado qui est totalement déconnecté du reste de la famille. Le père aussi a envie d'être dans le business, mais il échoue totalement. Et ça a un impact aussi sur la vie de famille, etc. De mémoire, je crois qu'il y a un autre membre de la famille qui est un petit peu parasite en quelque sorte, qui est toujours en train de traîner à la maison. Et la fille, son rêve, c'est de remporter un concours de mini-miss, sauf que elle est présentée comme un personnage qui n'a pas un physique de mini-miss. Elle est un petit peu grassouillette, etc. Et malgré ça, il y a une partie de sa famille qui la soutient. Et donc, ils vont décider de partir en van, traverser les États-Unis jusqu'à ce concours de mini-miss. Et forcément, étant enfermés toute la journée ensemble dans un véhicule, ressortent les enjeux familiaux, les problèmes des uns et des autres. Et ils vont forcément se réunir autour d'elle à la fin pour ce fameux concours. Ça va totalement partir en sucette. C'est vraiment une comédie, donc pas du tout la même approche, mais c'est un film qui est assez sympathique. Mais qui pose aussi question sur justement quel physique on doit avoir. Ah c'est clair. C'est le même sujet. Voilà, c'est peut-être pas poussé aussi loin dans le côté pas politique, mais dans le côté société, mais qui démontre la même chose en fait. C'est un film de quelle époque ? Il doit avoir une bonne dizaine d'années, je pense. Début 2000, ouais. C'est ce que j'aurais dit. Facilement. Donc forcément, je pense aussi que l'approche est différente parce que aujourd'hui, on aborde plus ces questions-là. On ose aller un peu plus dans ce qui pose problème, aller plus loin. On a pas mal de collègues qui, lors du premier podcast, nous ont présenté aussi des BD. Alors là, c'est pas sur les concours de minimis, mais c'est sur la représentation de la femme dans la société, l'acceptation du corps, etc. Enfin, c'est quand même particulièrement d'actualité. Et est-ce que tu as senti quand même qu'il y avait des... je sais pas, dans le style ou dans les thématiques, des points communs entre ce roman et le précédent, où vraiment ça se démarque totalement? Alors je saurais pas te dire parce que En attendant Bojangles, je l'ai lu il y a longtemps. Enfin, il est sorti en 2016 et j'ai dû le lire à peu près quand il est sorti. Je me souviens plus vraiment de En attendant Bojangles. Je me souviens juste du sentiment qu'il m'avait laissé, que j'avais trouvé que c'était... c'est un bouquin qui m'a éveillé plein de choses. C'était une bulle un peu de... Enfin, je sais pas, c'était vraiment un roman à part. Ça m'a entraînée à écouter plus Nina Simone. Enfin, il y a des choses qui... Maintenant, quand on écoute à la maison Nina Simone, je pense à ce bouquin. Enfin, c'est sur la folie douce, c'est sur une famille où la maman, elle est très fantaisiste. Et tout, donc, elle a un mari et puis un enfant. Et ils vivent tous les trois vraiment avec un perroquet, dans un cocon où tout est doux dans la maison. Et elle, en fait, elle est loufoque, elle a probablement une maladie mentale, mais c'est dit avec tellement de douceur et de tendresse que... Poésie. Ouais, c'est ça. Et à la fois, c'est mélancolique en même temps. Enfin, et c'est plutôt ce sentiment-là que je garde. Du coup, dans l'écriture, je saurais pas te dire. Je me souviens pas, en fait. Il n'y a pas de problème, c'est juste En que... fait, les deux me laissent... C'est plus ça, c'est un sentiment que ça me laisse à la fin de la lecture. Enfin, c'est des livres que je n'oublie pas, en fait. Même si je me souviens plus de tous les détails, effectivement. C'est plus... j'ai adoré les lire et ça me laisse un sentiment
partager ou adorer. Ok. Voilà. Bon, je vais me servir du fait que tu aies parlé de Nina Simone pour faire un petit peu une transition, parce que je vois que Ronan a quelques CD devant lui. Alors, je pense pas qu'il y ait du Nina Simone, mais est-ce que tu avais peut-être envie de nous parler un peu de musique ou Ouais. Du coup, alors non, c'est pas du Nina Simone, c'est de la musique irlandaise, du folk. En fait, c'est à l'occasion de la publication d'un CD de Christy Moore. C'est un chanteur irlandais, donc qui a pas mal marqué la musique irlandaise. Il est à l'origine du groupe Planxty, donc un groupe des années 70 qui a fait des concerts, qui a sorti des CD jusqu'à récemment. Ils étaient 4 et il y en a un qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Et donc voilà, donc c'est Christy Moore, c'est Early Years 1969-1981. Donc c'est une compilation. C'est une compilation de ce qu'il a fait dans ces années-là, à ses débuts. Alors il y a eu différentes éditions. Ça, c'est une édition sous forme de CD avec un DVD, mais c'est sorti aussi sous forme de vinyle. Donc ça, en fait, on me l'a prêté, mais moi, j'avais acheté le vinyle. Donc c'est des vinyles assez sympas, vinyle blanc, assez original. Et donc voilà, donc c'est de la musique folk, c'est assez engagé. Christy Moore, c'est plutôt engagé quand même à gauche, pour des causes, notamment en Irlande, par rapport à l'Irlande du Nord. Il avait fait des chansons sur Bobby Sands, sur le Bloody Sunday aussi, qu'il y avait eu à Derry en 68 ou 69, sur la cause palestinienne. Après, il y a aussi des choses qui sont un peu plus des ballades. C'est des textes plutôt poétiques qui sont mis en musique. Et puis, il y a tout un côté aussi vraiment où musique irlandaise traditionnelle, alors revisitée, parce que Planxty, ils ont introduit notamment dans leur groupe le bouzouki et la mandoline, qui sont pas vraiment des... C'est quoi un bouzouki ? Une sorte de mandoline en fait. Je crois que c'est grec, voilà, c'est ça. Et en fait, ils étaient 4 dans le groupe, Andy Irvine, et c'est des gens qui sont nés juste après-guerre. Et lui, il a introduit cet instrument-là dans la musique irlandaise, qu'on retrouve maintenant régulièrement. Moi, je suis allé en Irlande il y a 2-3 ans, là, et il y avait une session dans un pub, et il y avait mandoline, bouzouki aussi, et, en plus des instruments traditionnels. Voilà, après, il y a des choses un peu plus amusantes. Un week-end à Amsterdam, où il raconte ses péripéties avec des copains à Amsterdam, où là il y avait eu un peu de vin avec eux, quoi. Donc voilà. Et autrement, donc à la médiathèque, on a 1 ou 2 albums de Planxty. On a le premier. Donc ça, c'est son groupe, c'est ça ? Ouais, il a fait une carrière solo, il a fait une carrière dans différents groupes, mais le groupe phare, c'est quand même le groupe de Planxty qui a marqué en fait la musique irlandaise. On a son deuxième album, Prosperous, c'est le nom d'un bled en Irlande. Et donc on retrouve un peu ces mêmes musiciens qui l'accompagnent. Et autrement, je regardais en cherchant un petit peu, voir si on avait des choses de Christy Moore. Je suis retombé sur ce CD. Lisdoonvarna, c'est le nom d'un village en Irlande, sur la côte ouest. Et il y a un festival, alors il y a différents festivals, et il y a un festival de musique traditionnelle irlandaise, mais il n'y a pas que de la musique traditionnelle, il y a un petit peu de tout. Et notamment dans ce bled aussi, j'ai appris, je ne savais pas en cherchant un peu, ils font un festival des célibataires. Voilà, donc festival de musique irlandaise, festival des célibataires, et voilà, bon, c'est assez sympa. C'est un artiste que tu écoutes depuis longtemps ? Ouais, depuis très longtemps. Ouais, moi, je suis tombé là-dedans quand j'étais ado. Donc, tu vois, j'écoute ça depuis. Donc, je suppose que tu l'associes aussi peut-être à des moments de ta vie, ça t'a accompagné au fil des années. Ouais. Génial. Et donc, tu es plutôt amateur de musique celtique, musique irlandaise Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Trop bien. Planxty, il y a un autre groupe phare, c'est les Chieftains. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne suis pas trop connaisseur. Ouais, qui est aussi un groupe qui date des années 50 et puis qui tourne toujours. Alors, il y a un peu de renouvellement parce que
perdu du monde en route. Ils ont perdu un peu de monde en route. Et puis, ils commencent à être un peu âgés, tous ces gens-là. Ouais. Mais c'est vraiment de la musique... pour qui s'intéresse à ce style de musique, c'est vraiment de la musique de qualité, quoi. Après, ça peut donner envie aussi de s'intéresser à ce style de musique. J'espère. Bah ouais, carrément. Toi, tu connaissais peut-être un petit peu Caroline ou pas? Non, mais j'aime bien comment on tire un fil. On part d'un musicien que tu aimes et puis on se retrouve parler d'un festival des célibataires dans un bled en Irlande, en voyage, quoi. Et je trouve que les médiathèques, ça fait ça, en fait. Enfin, je suis toujours passée d'une œuvre à une autre, un peu en suivant un fil qui a pris des directions totalement différentes. Et en fait, ça m'amène à vous parler de mon dernier coup de cœur qui date d'hier, en fait. Ah oui. Et, qui est venu comme ça, en tirant un fil, le fil d'une conversation, avec 2 camarades de travail. On parlait d'un éditeur qui s'appelle Zone, qui édite entre autres Mona Chollet, là, qui sort un livre qui s'appelle Réinventer l'amour, que j'ai pas encore eu la chance de lire parce que je l'ai pas encore acheté, voilà. Mais je vais m'y mettre. Et Zone édite beaucoup d'ouvrages assez engagés qui décryptent notre société plutôt capitaliste. Voilà, ils éditent des ouvrages de sociologie. Et entre autres, ils éditent Chomsky, par exemple. Et donc en regardant le catalogue de Zone avec les collègues, on est tombé sur le livre de Monique Pinson-Charlot et son mari Michel, je crois, qui sont tous 2 sociologues et qui ont pour objet d'étude les riches, depuis à peu près presque 40 ans en fait. Et ils ont un peu le monopole de l'étude des riches. Donc là, ils sortent un ouvrage qui s'appelle Notre vie chez les riches, donc, qui est à moitié journal, mémoire, anecdote, voilà. Et de fil en aiguille, Samuel, une de nos collègues, me parle de bandes dessinées aussi qu'ils ont fait avec des dessinateurs. Et il y en a une notamment qu'on a qui s'appelle Riche, pourquoi pas toi, qui a été dessinée par Marion Montaigne, que peut-être vous connaissez, qui a écrit notamment la collection Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même, où elle vulgarise la science, entre autres, quoi. Et là, c'est une espèce de vulgarisation du travail sociologique des Pinson-Charlot. Et donc, je l'ai commencé hier, je l'ai fini hier aussi, quoi. Et donc, c'est un décryptage du monde des riches, du travail d'enquête du couple de sociologues, matinée de l'humour de Marion Montaigne, qui n'en rate pas une. C'est très irrespectueux, ce qui fait beaucoup de bien vu le sujet, puisqu'il s'agit quand même de nous expliquer pourquoi on ne sera pas riche, en tout cas pas sans difficulté, et aussi pourquoi les plus pauvres s'appauvrissent, leur nombre grandit, tandis que le nombre de très riches augmente, et leur fortune aussi, quoi. Donc voilà, c'est pas forcément un sujet de gaudriole. C'est aussi assez... on se rend compte que c'est quand même très difficilement démontable, que le livre a été écrit en 2013. Voilà. Toujours d'actualité. Ça s'est peut-être même empiré, quoi. Et je vous lis le résumé ? Si tu veux. Allons, cher lecteur, n'avez-vous jamais rêvé de gagner au loto et d'être enfin riche ? Adieu les soucis, à vous la belle vie. Mais justement, riche pour quelle vie ? Opterez-vous pour le style bling-bling, grande dynastie ou bourgeois ? Serez-vous plutôt Beckham ou Rothschild ? Ambiance mondaine ou tabloïde ?
pas si simple. On va vous aider à faire le tri et à savoir comment on devient, au moins en rêve, un vrai riche. Parce que voilà, l'idée, c'est qu'ils décrivent les différentes sortes de riches. C'est pas pareil d'être effectivement David Beckham ou comment il Rothschild. s'appelle ? Rothschild, voilà, un héritier ou ce qu'on peut appeler un transfuge de classe. Il y a j'ai oublié son nom, le baron Ernest Antoine Sellière. Il y a Bolloré, voilà. Donc voilà, c'est découpé en chapitres, c'est très pédagogique. En fait, les Pinson Charlot prennent en main, entre guillemets, un couple de Français moyens, plus que moyens, puisque c'est, par exemple, Philippe, l'homme du couple, risque de perdre son CDD. Voilà, ils sont un petit peu... Et donc, les Pinson Charlot s'invitent chez eux, ils squattent un peu, ils sont aussi objets d'études. De l'irrespect okay. de l'auteur de la BD, quoi, quand même. C'est assez drôle. Et donc, ils leur expliquent, ils décryptent tout, ils leur décrivent les différentes façons d'être riche. Et à un moment donné, il va se passer que Philippe va jouer au loto et va gagner 20 millions d'euros. Donc, il est de fait plein d'argent, mais est-ce que ça veut dire qu'il est riche pour autant ? Voilà. Donc, il y a tout un décryptage de la richesse, qu'est-ce que c'est ? Effectivement, il y a les finances, mais il y a aussi la richesse culturelle, la richesse symbolique. Voilà. Et puis, ça parle de violence symbolique qui s'exerce sur les plus démunis. Voilà, on ne devient pas riche parce qu'on a de l'argent, encore faut-il savoir s'en servir. Donc voilà, c'est assez drôle. Mais du coup, moi, je ne saisis pas, Caroline. Est-ce que donc, ce sont deux sociologues, les Pinson Charlot. Est-ce que le livre, c'est cynique ? Est-ce que ou est-ce que c'est plus sociologique ? Enfin, le regard, j'arrive pas à comprendre si c'est quelque chose de drôle ou si c'est de la vulgarisation sociologique pour les gens qui vont peut-être pas lire un essai. Ça a l'air d'être tu vois, j'arrive pas. Je crois que c'est un mélange de ça parce que c'est effectivement les faits sociologiques décryptés. Donc c'est sérieux, quoi. Enfin, c'est sérieux mais vulgarisé. Par la patte c'est pas une BD d'humour, quoi. On est d'accord que c'est pas une BD c'est pas un truc derrière ça pousse à la réflexion. Oui, ça pousse à la réflexion. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est pas quand je dis BD drôle, je veux dire on va pas classer ça avec l'élève du Cobu. Voilà. Enfin voilà, on est d'accord. Non mais j'arrive pas, tu vois, à savoir jusqu'où va l'humour, si c'est du cynisme ou si c'est juste pour amener à... Tu vois, Moi, j'ai un petit exemple, mais alors disons qu'en fait, il y a le fond d'un côté, il y a le fond et il y a la forme, les deux sont quand même imbriqués. On va retrouver l'humour dans la forme et ça reste très pédagogique, c'est facile. Il y a une narration aussi, c'est pas un empilement de faits où voilà, il y a toute une narration et c'est vrai que le dessin permet aussi une richesse quoi de ton je sais pas, elle se moque d'eux mais ils ont travaillé ensemble. Elle est très irrespectueuse, pas insultante mais elle par exemple j'ai relevé page 31 très court une vignette. Elle parle les sociologues parlent de Bolloré en parlant des dynasties récentes. Donc c'est le cas des Bolloré. Dans le papier à cigarette à rouler OCB, le B signifie Bolloré. C'est un peu lui que vous léchez quand vous vous enroulez une. Voilà. Du coup, c'est un parfait mélange des deux. C'est-à-dire mais c'était bien d'avoir un exemple parce que du coup, tu vois, je perçois maintenant. Et donc c'est un peu une recette alors pour être riche. C'est une méthode, oui. Bon,
C'est une méthode, et puis voilà. Mais c'est une matinée d'information, quoi. Hein, comme quoi, les très riches, par exemple, moi je l'apprends là, mais 5% seulement de leur revenu vient du travail. Le reste, ça vient pour 48% des revenus financiers quand même, 32% du patrimoine. Donc voilà, quand on parle de méritocratie, savoir de quoi on parle, quoi. Ça permet de mettre un peu les pendules à l'heure. Ok. Certains connaissaient ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout non Moi, plus. je connaissais les deux sociologues, mais j'avais entendu parler de leur étude, mais je ne connaissais pas cette BD. Et Montaigne aussi, je la connaissais par ce que tu présentais Tu tout à mourras l'heure. moins bête. Ouais. Je ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler. Mais je ne connaissais pas celle-ci. En tout cas, ça donne envie. Ouais, c'est clair. Ou pas, parce que si au final, voilà. Tu vois, Donne envie de jouer au loto. voilà. C'est ça. Du coup, moi, je vais m'en servir aussi pour une transition, parce que on n'est pas exactement dans le même thème, mais moi, j'aime beaucoup, notamment dans le cinéma, les œuvres qui abordent la question du rapport de classe sociale, et notamment entre les classes populaires et les classes plus bourgeoises. Et ces derniers temps, je regarde pas mal de films d'un réalisateur qui s'appelle Abdelatif Kechiche, que certains connaissent peut-être. Alors, son film le plus connu, c'est La vie d'Adèle, qui est une adaptation, mais surtout une réécriture, je dirais, d'une BD qui s'appelle Le bleu est une couleur chaude, qui en fait adapte la BD, mais avec un œil qui est tout à fait différent, parce que là où la BD s'intéresse principalement à la relation entre les deux personnages principaux, en gros, l'histoire de la vie d'Adèle, c'est Adèle qui va tomber amoureuse d'une jeune femme qui est un petit peu plus âgée qu'elle. Mais là où dans la BD c'est assez peu évoqué, dans le film, elles viennent toutes deux de classes sociales qui sont différentes. Et finalement, le cœur du récit, au-delà du fait que le personnage principal va se découvrir une nouvelle sexualité, une nouvelle ouverture sur le monde, etc., moi, ce que je trouve particulièrement marquant dans le film, c'est ce rapport social entre la jeune femme dont elle tombe amoureuse, qui vient d'un autre milieu social, une classe un peu plus bourgeoise. Elle fait des études d'art, tandis que... je me mélange souvent avec les noms, donc Adèle. c'est ça. Adèle, elle, vient d'une classe qui est beaucoup plus populaire, et les scènes qui sont vraiment marquantes, en fait, c'est quand ce rapport social est vraiment confronté l'un à l'autre. Je pense notamment à une des scènes au début du film où elles discutent pour la première fois ensemble sur un banc, elles se rapprochent, il y a un vrai jeu de séduction qui se fait. Et du coup, l'autre jeune fille commence à parler philosophie, de pas mal de choses. Et à chaque fois, on voit que les références en fait, d'Adèle sont tout autres et sont beaucoup plus populaires. C'est-à-dire que là où sa future compagne va parler de grands philosophes, etc., elle va comparer ça à Bob Marley. Et donc forcément, nous, on sourit parce qu'on se rend compte qu'il y a un véritable décalage. Mais c'est aussi le cas quand ils rencontrent la famille et les amis des uns et des autres. C'est-à-dire que la première fois qu'elle va aller dans la famille qui adore l'art, qui fréquente les grands quartiers parisiens, etc., eh bien, on va lui servir des huîtres. Alors au départ, elle va dire qu'elle n'aime pas les huîtres, sauf qu'en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'elle n'a jamais mangé d'huîtres et qu'au final, elle finit par aimer ça. Et qu'il y a un véritable décalage dans les discussions. Et inversement, quand l'autre va aller dans la famille d'Adèle, eh ben, ce qu'on va lui servir à table, c'est des pâtes bolognaises. Le papa va poser plein de questions sur le fait qu'elle fait de l'art et est-ce qu'elle compte avoir un vrai métier ou ce genre de questions. Et je trouve que c'est souvent ce qui est le plus marquant en fait, dans le cinéma de Kechiche, et en plus c'est toujours admirablement bien mis en scène. Là, ce week-end, j'ai par exemple regardé un film que j'ai adoré qui s'appelle La graine et le mulet. Et là aussi, là où beaucoup en fait, voient ce film comme un film sur les rapports familiaux dans une classe qui est populaire, une famille qui est à la fois unie mais qui s'est décomposée parce que le père et la mère se sont séparés et le père est maintenant proche d'une autre femme et
élève quasi comme sa fille, ce qui est du coup même pas exactement sa belle-fille, eh ben, en fait, c'est plutôt le récit d'un homme qui a envie de s'en sortir pour sa famille, et donc il va récupérer un vieux bateau abandonné et va vouloir le retaper pour en faire un restaurant. Et en fait, il va se confronter à la réalité du monde, aux banques qui lui demandent de faire des dossiers avec des documents qu'il doit aller chercher à la mairie, sauf qu'à la mairie, tant qu'il n'a pas un accord de la banque pour un prêt, c'est pas possible. Une fois qu'il aura malgré tout réussi à avoir son restaurant, eh bien, ça va être les autres commerçants du coin qui, eux, ont des petits restaurants sur le port, qui vont venir pour juger ce qu'il fait, tout en s'inquiétant quand même du fait que quelqu'un venant d'une autre classe, qui n'est pas français, qui n'est pas installé sur le port, va faire du couscous sur son bateau. Les banquiers, les adjoints du maire, etc., qui vont venir aussi et qui vont être dans le jugement et qui vont avoir un regard en fait sur son travail qui est souvent assez méprisant. Et finalement, quand il va s'en sortir, ça va être « Ah, mais de toute manière, dès le début, on a été impressionné par cette personne. Ça, c'est un modèle de réussite. Il veut s'en sortir par le travail, etc. » Et moi, c'est ça que j'adore avec le cinéma de Kechiche. C'est la même chose dans Mektoub My Love. C'est que à chaque fois, ce qui est mis en scène, c'est-à-dire les familles, les rapports amoureux, etc., servent en fait à aborder une thématique qui est beaucoup plus profonde et qui est celle du rapport social entre les classes populaires et les classes bourgeoises. Moi, c'est vraiment un réalisateur que j'adore. Je sais qu'il divise pas mal, mais je trouve qu'à chaque fois, c'est dans la finesse. On constate tout ça en fait en arrière-plan, mais on voit parfaitement que c'est ça qu'il a envie de dépeindre. Je ne sais pas si vous connaissez... Je te voyais réagir, Caroline. Oui, moi, j'ai vu les 3 films dont tu as parlé. Et c'est vrai que... Enfin, merci, parce qu'en fait, cette lecture... c'est quelque chose de confrontation sociétale, sociale. C'est pas quelque chose qui m'est apparu forcément comme ça, mais en fait, en revisitant, je pense que ça m'a traversé tout le long, sans que ce soit effectivement asséné. Ouais. C'est vraiment très fin. Et je crois que j'ai vu tous ces films, en fait, par La Vénus Noire. Ah oui, bah la Vénus Noire, alors là c'est encore plus évident, quoi, parce qu'en fait c'est une artiste noire qui fait du théâtre, si je ne me trompe pas. Je l'ai vu il y a assez longtemps, donc j'ai plus tout en tête. Mais là, clairement, en fait, il y a la question déjà de la couleur, etc. Et une fois de plus, on questionne la légitimité, la provenance sociale, etc. Donc c'est toujours en fait un message de fond. Et moi, c'est ça que j'adore en fait avec ce qu'on appelle le cinéma d'auteur. C'est en fait les thématiques qui vont être récurrentes d'un film à l'autre et se rendre compte que tout le reste n'est que décor en fait pour aborder ces questions-là. Et dans le cas de La vie d'Adèle, le film, alors, a quand même reçu des prix, etc. Mais auprès du grand public, ça n'a pas non plus été un succès critique dithyrambique. Et beaucoup lui ont reproché d'être une mauvaise adaptation de la BD. Et moi, au contraire, je trouve que ça va beaucoup plus loin que la BD. Et moi, par exemple, c'est ce que j'attends d'une adaptation, c'est que l'auteur se réapproprie en fait le matériau de base et arrive à mettre dedans ce qui le travaille, ce qui le passionne, etc. Et dans ce cas-là, moi, ce que j'y vois en tout cas d'une œuvre à l'autre, c'est vraiment cette question du rapport de classe, quoi. Bref, je te laisse continuer. Je voyais que tu réagissais. Oui, non, mais l'adaptation, c'est pas une traduction, donc effectivement, on attend peut-être autre chose. Moi, la BD, j'avais bien aimé. Après, c'était plus un... C'est laquelle, du coup? Le bleu est une couleur chaude. Oui. Ouais. Oui, je l'avais bien aimé. Effectivement, elle parle plus d'initiation amoureuse et sexuelle. Exactement. Mais bon, voilà, j'avais trouvé ça sympa. Après, voilà, l'adaptation de... Mais je crois que c'est vraiment La Graine et le Mulet qui m'a beaucoup, beaucoup touchée déjà, parce qu'en fait, suivre des personnages de cet âge-là, qui sont en fait, qui est le personnage principal, cet âge-là, de cette origine-là, c'est pas souvent. Et il est tout en retenue, cet homme. Ça passe par... C'était tiré d'un livre aussi? Non. Je crois non, pas. Pas à ma connaissance. Je crois qu'il l'a écrit. C'est tourné en France? Ça se passe en France? C'est pas Marseille, c'est... Si, je sais pas si c'est Marseille, mais ça se passe dans le sud de la France.
Et Tout à ouais, fait. c'est une ville portuaire, quoi. Et là, on suit. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé des personnages, mais effectivement, le personnage principal, c'est un homme qui a une petite soixantaine, on va dire, 61, 62 ans. Et là aussi, sur la question du traitement social des classes populaires, c'est-à-dire qu'au départ, en fait, il travaille pour réparer des bateaux et il se fait virer parce que il est trop vieux, il n'est pas assez productif, etc. Et du coup, déjà qu'il est dans une situation précaire et du jour au lendemain, c'est encore plus le cas. Il va seulement recevoir une indemnité de licenciement. Et encore, il a réussi à l'obtenir parce que au départ, on comprend très bien que son patron préférait qu'il parte de lui-même en quelque sorte. C'est pas dit, mais en fait, on le ressent. Et moi, c'est ça que je trouve génial avec Keshish, c'est que dans sa mise en scène et dans la manière de filmer, le fait de s'attarder sur les visages, etc., en fait, il y a toujours un sous-texte. Moi, j'aime beaucoup le cinéma qui prend son temps, qui filme les personnages de près, etc., parce qu'on se rend compte que dans les dialogues, en fait, il n'y a pas seulement ce qu'on dit, mais ce qu'on exprime aussi physiquement. Et donc, il va servir de son indemnité pour rafistoler un vieux bateau. Mais le truc, c'est vraiment une épave. Sauf que même ça, c'est pas suffisant. Et il va devoir, comme je disais, se confronter à des conseillers bancaires, etc., qui sont tout souriants, mais quand même souvent assez méprisants dans le fond, quoi. Moi, je trouve que ça rejoint quand même ce Ah qu'il te non, mais carrément, décrit carrément. vraiment ce côté méritocratie. C'est compliqué, quoi, d'être C'est méritant. C'est clair, c'est clair. Et ouais, la vie d'Adèle, pour moi, c'est exactement ça, quoi, parce que alors effectivement, on parlait de l'initiation à l'amour, à la vie, à une nouvelle forme de sexualité, puisque jusque-là, Adèle n'avait que des copains, quoi. C'était la première fois qu'elle tombait amoureuse d'une jeune femme. Et voilà, c'est tout ce sous-texte. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que Keshish, c'est un grand réalisateur et les images sont toujours magnifiques, les scènes sont très très bien filmées. Je sais qu'elles ont pu déstabiliser un certain nombre de personnes, mais par exemple dans La vie d'Adèle, les scènes de sexe sont sublimes en fait. C'est assez fou. Dans Make to My Love, c'est la même chose. Et c'est surtout la manière de construire les personnages, de les filmer et tous les non-dits. C'est-à-dire que je trouve que souvent, notamment dans les productions américaines actuelles, on a tendance à vouloir tout expliquer, tout faire dire aux personnages. Et là, c'est pas du tout le cas. Dans La graine et le mulet dont on parlait, du coup, le fameux père de famille va prendre soin de sa quasi-belle-fille qui, elle, est une grande gueule. On entend elle parle, elle a toujours quelque chose à dire. Et du coup, il y a un dialogue qui est particulièrement savoureux où ils sont tous les deux dans la petite chambre d'hôtel du père. Le père est en train de fumer et c'est quelqu'un qui s'exprime que très peu. Comme tu disais, il est sur la retenue tout le temps. Et elle dit « Ah, mais regarde ce que la voisine, elle a dit, elle n'a pas à te parler comme ça, ton fils, il n'a pas à te traiter comme ça, il a envie de te renvoyer au bled et tout, mais si toi, tu es ici, c'est que tu as envie de faire des choses ici, c'est à lui de t'écouter et pas t'écouter. » Et là, le père pose juste une question sur son autre fils, et d'un coup, hop, juste elle change de ton et elle fait « Ah ouais, ouais. » Et en fait, on comprend juste avec le changement de ton, et elle n'a pas besoin de le dire, qu'elle est sous le charme de l'autre frère, en fait. C'est là où dans plein d'autres films, on nous aurait montré ça, on aurait fait un gros plan. Voilà, c'est toujours dans la subtilité, c'est dans l'écriture des dialogues. Il y a la même chose dans... J'adore vraiment ce cinéaste. Dans Make to My Love, il y a un moment, il y a un gars qui toque à la porte d'une jeune fille qui visiblement vient d'avoir un rapport avec un autre gars. Et du coup, tu sens que quand elle parle, elle est un petit peu essoufflée et de manière un peu cruche, tu vois, elle n'arrête pas de lui demander « Non mais sinon, ça va ?» Et en fait, c'est parce qu'on sent qu'elle est prise un peu sur le fait qu'elle n'était pas censée être là où elle est. Et du coup, elle perd ses moyens et elle ne sait plus quoi poser comme question. Donc elle remet tout le temps ses cheveux et elle lui dit « Ah mais ça va, qu'est-ce que tu fais là ?» Et c'est que des questions bateaux comme ça. Et du coup, on comprend tous les enjeux qui sont derrière. Et en fait, c'est beaucoup plus réaliste que beaucoup de films qui ont besoin de nous dire
quelqu'un va toquer à la porte et l'autre derrière va avoir besoin de dire « Bah alors, qui c'est ?» Voilà, c'est pas comme ça, quoi. Franchement, c'est génial. Faites-vous la filmographie de Keshish. Je pense qu'on a de la chance, en fait, d'avoir aujourd'hui des réalisateurs comme ça. Moi, ça me peine un peu d'entendre régulièrement que le cinéma français, c'est plus ce que c'était, que c'est plus que des comédies balourdes, etc. Et au contraire, je trouve que dans le cinéma français, aujourd'hui, on a des grands réalisateurs, on a des Keshish. Moi, mon réalisateur français préféré actuel, c'est Bruno Dumont, que j'adore. Et voilà, il suffit juste peut-être d'aller creuser un petit peu plus loin que ce qu'on nous montre en permanence. Effectivement, ces grosses comédies auxquelles on pense tous. Voilà. Vous aviez peut-être d'autres choses. Voilà, j'ai envie de parler de plein de choses. Eh ben, vas-y, c'est le but. Non, Mais vas-y, c'est totalement le but de cette discussion. Quand tu parles de Bruno Dumont, moi j'ai un autre Bruno qui me vient à l'esprit, c'est Bruno Merle, et il a réalisé l'année dernière un film qui s'appelle Felicita. Ah, que j'ai vu aussi 2 fois d'ailleurs. Avec Pio Marmaille, et je ne sais plus le nom des 2 actrices qui jouent sa femme et sa fille. Mais alors là, quand on parle de finesse, je trouve qu'il y a plein de mystères dans ce film. On se trompe tout le temps. Ouais. On se trompe tout le temps sur ce qu'on voit, en fait. Et quand on a l'éclairage, c'est une super surprise. Ouais. Et c'est assez beau aussi. Je trouve que c'est tourné... Ouais, c'est plutôt bien filmé. Ça a été filmé en grande partie en Bretagne, d'ailleurs. Et je trouve que ça arrive à filmer la Bretagne, mais là, c'est pareil. C'est pas une fois de plus. C'est ça. Ça va être des routes de campagne, ça va être le littoral, mais on n'a pas besoin de te montrer que la plage, elle est immense, etc. Là aussi, c'est en finesse. C'est un décorum, quoi. C'est derrière. Ça sublime ce qu'on nous raconte. Mais voilà, on n'a pas besoin de nous montrer un bagad... on n'a pas besoin de nous montrer qu'on mange des crêpes, etc. Ça fait penser un peu au film western. J'allais le dire. Que je n'ai pas vu. C'est vieux aussi. Ouais, c'est très vieux. Ouais. Je sais plus qui est-ce qui avait fait ça. Et Manuel Poirier. Ouais, tout à fait. Et tourné en Bretagne aussi, et puis pareil. Avec 2 ralaouettes. C'est des ralaouettes, Ah oui. les personnages principaux. Ouais. Et donc c'est la Bretagne filmée, mais il y a, comme tu dis, il n'y a pas de cliché, quoi. Ouais. C'est bon, on voit 2 vieilles à un moment qui parlent breton dans le car, et c'est pas du voyeurisme, c'est juste sympa. Et Felicita, vous l'avez pas vu, non? Moi, je regarde pas de film, en fait. Ah ouais, Donc ok. moi, vous m'avez perdu parce que, j'écoute, je découvre, mais c'est vrai que je regarde pas le film. C'est pour ça que je demandais si c'était tiré d'un livre, parce que je vais plus facilement aller lire le livre que regarder un film. Donc, j'irai lire la BD, le bleu est une couleur chaude, mais tant pis pour la graine et le mulet. Surtout que l'adaptation du bleu est une couleur chaude. La vie d'Adèle, c'est un film qui dure là aussi un peu plus de 3 heures, etc. Donc, mais c'est des films qu'on peut retrouver sur... alors il y en a certains qui sont sur la médiathèque numérique. En vrai, en cinéma français, la médiathèque numérique, c'est... pépite, quoi. Vraiment, c'est assez génial. Il y a pas mal de nouveautés, mais avec l'arrivée de la Cinétech qui a été intégrée à la médiathèque numérique, dedans, on a aussi pas mal de vieux classiques. Notamment moi qui adore la Nouvelle Vague, il y a pas mal de films de la Nouvelle Vague, etc. Si tu as envie de retrouver du Godard, etc., enfin, c'est assez génial. Mais en actuel, il y a des choses chouettes, comme tu disais, Felicita. Felicita y est, ouais. Et Felicita, c'est quasi un film qui n'aurait jamais dû exister, en fait, parce que c'est le 2e film du réalisateur qui avait sorti, il y a de ça, son précédent film, il avait 15 ou 20 ans, et ça a été un échec monumental. C'est un film qui s'appelait Héros, avec pour acteur principal le gars qui animait le Morning Live, je ne sais plus comment il s'appelle. Michael Youn. Voilà, c'est ça. Et en fait, il a fait le pari de prendre Michael Youn, mais dans un rôle qui n'est pas du tout drôle. En fait, c'est un gars qui va séquestrer un autre mec. Le film est quasi introuvable tellement ça a été un bide. C'est-à-dire que trouver le DVD, c'est quasi impossible. Il a quasi jamais été rediffusé dans les cinémas, etc. Moi, ça fait quasi 10 ans que je cherche ce film et que je ne le trouve pas. Et ça a été un tel échec que pour pouvoir trouver des financements, etc., pour faire un 2e film. Et là, le 2e film, il est dans un rapport qui est...
les thématiques sont totalement différentes, c'est pas du tout filmé de la même manière, de ce que j'ai vu d'images de son film précédent. Et on sent qu'il a pu mûrir son échec, etc. Et qu'aujourd'hui, il se concentre sur autre chose, et notamment sur la question de la famille. Et d'ailleurs, la jeune fille dans le film est jouée par sa fille. Et du coup, le film est beaucoup axé sur la relation, notamment entre le père et la fille, je trouve, qui est hyper intéressant. Non, Felicita, c'est plutôt une belle réussite. Après, moi, je veux bien rebondir sur la médiathèque numérique. Parce que vas-y. pas le film. Ouais. Mais par contre, des fois, sur ma pause déjeuner, j'arrive à regarder des documentaires sur Arte VOD. Ah oui. Des documentaires qui sont courts, du coup, qui durent moins d'1 heure. Et j'en ai regardé 2, notamment, il y a pas longtemps. Le premier, c'est Pornotropique. Ça parle de Marguerite Duras. Et le titre, c'est Pornotropique, Marguerite Duras et l'illusion coloniale. Et le deuxième, c'est Toni Morrison et les fantômes de l'Amérique. Donc en fait, sans rentrer trop dans le détail des deux, parce que c'est assez politique du coup, les deux, c'est des documentaires qui parlent d'une œuvre, qui parlent d'un bouquin, en le resituant dans l'histoire politique, culturelle, au moment de... en fait, il replace le livre dans son contexte. Et notamment pour Pornotropique, du coup, ça parle d'un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras, du coup, où elle raconte toute son enfance en Indochine quand elle est partie avec sa mère. Sa mère est partie là-bas pour devenir institutrice. Et donc, elle raconte toute cette enfance qu'elle vit là-bas dans un pays, du coup, colonialisé. Et c'est très chouette parce que c'est documenté par des images d'archives. C'est analysé et expliqué par des spécialistes, notamment par exemple pour celui-ci, il y a une anthropologue et une politologue. Elles expliquent, elles prennent du recul sur les choses. Et alors, je me rends compte, quand je regarde ce que j'avais pensé pour vous parler aujourd'hui, tout est assez finalement engagé et par rapport aussi à la place de la femme, parce que ça parle aussi notamment du... Encore une fois, c'était pas fait exprès, mais c'est quand je fais les liens, ça parle aussi de comment étaient perçus les indigènes, comment on les hypersexualisait aussi quand on regarde des photos des indigènes en Indochine. Enfin, elles étaient souvent, les photos, si vous voyez des images d'archives, souvent elles sont torse nu, c'est des jeunes filles ou voire très jeunes. C'est le rapport des Blancs qui vivaient là-bas et le rapport qu'ils avaient aux gens qui vivaient dans leur maison, qui les aidaient à élever les enfants, à faire le ménage. Voilà. Et donc en fait, ça parle d'une œuvre, mais ça parle surtout du contexte et ça présente aussi l'auteur vraiment dans ses idées, quoi. Enfin, ça pousse... on voit des images d'archives de Marguerite Duras où il lui demande « Mais vous auriez dû avoir le prix Goncourt pour ce livre ?» Et elle répond « Mais non, parce que l'image que je décris de l'Indochine, elle était contre celle qui était véhiculée par le gouvernement. » Donc voilà. Donc sans trop rentrer dans la politique, c'est très intéressant. Ça permet de prendre du recul sur les choses. Et pour Toni Morrison, c'est pareil. C'est une auteure que je ne connaissais que de nom, que j'ai jamais lu. Et donc ça parle de son ouvrage qui a été un très gros succès qui s'appelle Beloved. Peut-être tu l'as lu. Et je l'ai pas encore lu, mais je pense que il est dans la pile, quoi. Et ça parle de toute l'histoire de l'esclavagisme. Et elle explique dans ce documentaire que c'est un livre qu'elle redoutait d'écrire vraiment, qu'elle voulait pas, parce que c'était très lourd de parler de toute cette histoire de l'esclavagisme. Et puis à un moment donné, elle s'est dit, bon sang, il y a des gens qui l'ont vécu pendant des années. Je suis bien capable de prendre, moi, des années de ma vie pour le digérer, l'expliquer. Et donc le point de départ, si je dis pas, tu me dis si je me trompe, mais c'est une femme esclave qui a une fille et qui décide de s'enfuir avec sa fille, sauf que elle va être poursuivie par son propriétaire, à qui elle appartient en fait.
Et donc elle décide de tuer sa fille parce qu'elle ne veut pas que sa fille ait la même vie qu'elle, cette vie d'esclave. Et donc elle va être jugée, mais est-ce qu'elle va être jugée du coup pour meurtre ou est-ce qu'elle va être jugée pour vol ? Est-ce qu'elle va avoir tué sa fille ou est-ce qu'elle va avoir volé son patron ? Et donc, oui, puisque sa fille appartient finalement à son patron, à elle, donc à son propriétaire. Et donc, en fait, voilà, c'est des documentaires qui... Pareil, celui-ci, il est comment dire, enrichi de plein de vidéos, d'extraits, d'images d'archives sur le Black Power, sur toutes des Noirs. Voilà. Et c'est passionnant, en fait, parce que ça remet dans le contexte des documents et ça donne envie de lire les livres, en fait. Voilà, donc... Ronan, tu avais peut-être d'autres petites choses que tu voulais évoquer ou Ouais, mais après vous, moi, c'est super léger. Hein. Mais non. Mais tant mieux, en fait. Tant mieux, ouais. Après, par contre, juste pour rebondir sur une chose que tu as dit, pour moi, toute œuvre est politique, donc il n'y a pas de problème à... Oui, mais bon, après, si on exprimait tous autour de cette table nos idées politiques, ce serait... Non, mais là, on parle plutôt de ce que dégagent, en fait, des... Oui, mais après... Des auteurs, des œuvres. Et on peut aussi apprécier, je pense, des œuvres qu'on ne rejoint pas idéologiquement. Moi, il y a des films qui... Ça, je ne suis pas sûre pour ma part. Mais... Moi, si c'est bien fait, même quelqu'un avec qui je ne suis pas du tout d'accord, je pense que je peux apprécier son œuvre. Et en fait, par principe, je crois que je ne la regarderai pas. Ah oui. Non, mais tu vois, ça, par exemple, c'est une question qui est hyper intéressante dans le rapport qu'on a chacun un peu à l'art, tu vois. Mais voilà, ça, c'est un grand débat... Ronan, du coup. Alors, de quelque chose de beaucoup plus léger. Eh ben, on est preneur. Peut-être engagé quand même, finalement, je ne sais pas trop. L'homme chevreuil. Alors, l'homme chevreuil, ça c'est le titre, le sous-titre 7 ans de vie sauvage, écrit par Geoffroy Delorme. Du coup, c'est un livre. Ouais, c'est un bouquin, c'est un documentaire. Moi, je lis pas tellement en fait de fiction, un peu de polar, mais c'est plutôt des documentaires. Ouais. Et alors le titre est un peu piche, hein, l'homme chevreuil. Je trouve qu'il y aurait eu moyen d'avoir un titre un peu plus sympa. Quand j'avais vu le titre du bouquin, je m'étais dit j'irai pas lire ça. Et finalement c'est pas mal. Et en cherchant un peu sur internet, je me suis aperçu que le gars, l'auteur, ne cautionnait pas tellement le titre non plus. C'est l'éditeur qui avait opté pour ce titre-là. Bref, c'est l'histoire une histoire vraie. Hein. C'est un jeune. Ça se passe au sud de Rouen et en Normandie donc. Et c'est un jeune qui raconte sa vie. Il est très tôt, assez jeune, il est déscolarisé. Un événement. On le force à aller à la piscine, on le met dans l'eau et là il fait un blocage lors d'une sortie scolaire et il s'échappe et donc il veut plus retourner à l'école. Et là, bizarrement, les parents le suivent un peu et du coup il est déscolarisé et il apprend ce qu'il a, toute son éducation en fait, c'est faite à la maison et donc un peu replié sur lui quand même. Pas très social peut-être au début et par contre très très tourné vers la nature et à l'âge de 17-18 ans il a un contact avec notamment un chevreuil et en fait il décide de partir et en fait il va partir 7 ans en forêt. Donc c'est la forêt de Louviers, ça se trouve dans un méandre de la Seine au sud de Rouen. Alors il va pas faire 7 ans d'un coup. Ça va être progressif, ça va être des sessions de quelques semaines et puis et après jusqu'à la fin plusieurs mois. Et j'ai trouvé assez dépaysant, assez original l'expérience du gars. Hein, c'est une histoire vraie et son regard, le regard qu'il a à la fois un regard un peu naturaliste. Et toujours sur le film de l'anthropomorphisme, parce qu'en fait, il donne des noms aux différents chevreuils qu'il côtoie. Et il leur attribue aussi des caractères. Et donc ça, c'est quelque chose que moi, j'accroche pas trop. L'anthropomorphisme, c'est pas trop mon truc. Mais il a un regard
quand même très très naturaliste, où il analyse un petit peu ce qu'il voit, et donc voilà. Enfin, moi, ça m'a plu, alors que au premier abord, comme ça, le bouquin m'emballait pas trop. Est-ce qu'il se prend pour, enfin, entre guillemets, est-ce qu'il se prend pour un chevreuil, enfin, Non, au justement, sens- non, il a. Alors par contre, non, il se prend pas pour un chevreuil, mais tu vois, assez rapidement, il s'aperçoit qu'il peut pas dormir la nuit, parce qu'il dit la nuit en forêt, c'est le bordel. Il y a du boucan, il y a beaucoup de vie, et donc plutôt que d'essayer de dormir, de se faire des nuits, et il s'aperçoit qu'il faut fonctionner comme les chevreuils. Donc il dort la nuit et le jour, mais par période de 2 heures. Et parce qu'au tout début, quand il essaye de se faire des nuits complètes, en fait, il n'arrive pas à dormir. Il est lessivé, le gars, assez rapidement. Et alors, c'est assez marrant parce que, en fait, il y a un fossé qui se creuse aussi avec la famille. Bon, je ne vais pas tout raconter, mais je pense qu'il est un petit peu rejeté de sa famille, quoi. Moi, ce qui m'étonne, c'est visiblement le titre ne t'attirait pas trop, etc. Qu'est-ce qui t'a amené à lire le livre, en fait ? C'est un collègue, on faisait une sortie en forêt, justement. Okay. Et puis on en a parlé. J'avais entendu parler du bouquin, mais ce titre-là qui me gênait, je trouvais que ça faisait un petit peu racoleur. Et puis j'avais peur justement de cette histoire d'anthropomorphisme. Et il m'en a parlé un petit peu. Je me suis dit, je vais essayer, ça mange pas de pain. Et puis finalement, j'ai bien aimé. J'ai appris pas mal de trucs aussi sur les chevreuils. Est-ce que ça vous évoque quelque chose ou pas du tout Là, comme ça, le chevreuil, non. Non, pas trop. Le loup, un petit peu, le documentaire La vallée des loups. On l'a regardé tous les deux, enfin pas ensemble. Hein, c'est Ronan qui me l'avait conseillé. C'est peut-être plus frais pour moi, quoique toi tu le connais quand même bien. J'ai oublié le nom du... Je sais plus son nom non plus. C'est un... Au pire, je le rajouterai dans la description. C'est pas bien grave. C'est un journaliste reporter qui a voyagé toute sa vie. Et lui, il vient du Queyras, des Hautes-Alpes, des montagnes dans les Hautes-Alpes. Et toute sa vie, il est parti. Il est parti faire des reportages dans le monde entier. Et à un moment donné, il se sentait plus heureux, il se sentait déraciné de quelque chose. Il avait cette frénésie de toujours partir, et jusqu'à ce qu'il rencontre quelqu'un en Mongolie, un Mongol qui lui avait fait toute sa vie dans sa yourte avec sa famille, et qui lui a fait prendre conscience qu'en fait, là, il avait pas forcément besoin de partir loin pour être bien, en fait. Et donc lui, il a pris conscience que c'était ça, c'est qu'à chaque fois qu'il partait, il avait un mal-être de laisser son pays, finalement, son pays restreint, j'entends, enfin vraiment ses montagnes. Et donc du coup, il a décidé de ne plus partir. Et ça faisait des années, visiblement, qu'il n'avait qu'une envie, c'était de faire un reportage sur le loup, qui avait été réintroduit en Italie. Tu me coupes, hein, si... Oui, en fait, il n'est pas réintroduit, il est arrivé en France. En Italie, il a toujours eu. Je crois que c'est parce qu'il avait été réintroduit. Enfin bon, peu importe. Du coup, il savait que le loup était susceptible de venir par les montagnes jusque chez lui. Et donc, il a voulu faire un film, et il dit bien lui-même, j'avais conscience de vouloir faire un film sur un animal que je ne filmerais peut-être jamais. Et donc, en fait, on attend avec lui de voir le loup. Et donc, il monte dans les montagnes avec tout son matériel, avec ses chevaux ou ses juments. Et c'est vraiment un rapport à la nature. En fait, on est vraiment dans sa quête, on attend. Et puis, il pose ses pièges. C'est pas ses pièges, c'est... Des pièges photos, on appelle ça des pièges photos. Ouais. Et il les relève pendant des mois, et il voit des marcassins, il voit des biches, et un jour, il voit un loup. Et petit à petit, ça va être le rapport qui va se créer entre lui et la meute de loups, comme un respect. En fait, on comprend que le loup l'accepte. Ouais, c'est exactement ça. Il s'apprivoise. Ouais, mais toujours à distance. Mais il y a un rapport presque d'amitié, pas d'amitié, parce que ils se sont jamais en confrontation les deux, mais à distance, ils se respectent l'un l'autre. Et les images sont absolument magnifiques. La musique, elle est superbe. Et voilà, c'est un super documentaire. Ouais. Ouais, on voit pas mal d'animaux de ce coin-là, des oiseaux.
Moi, ça m'a beaucoup parlé parce que le piège photo, je pratique un petit peu. Et c'est toujours la surprise quand tu as posé ton piège photo, tu vas le ramasser et puis hop, tu vas jusqu'à l'ordinateur. Alors lui, il a un piège photo un petit peu plus sophistiqué où il peut sur place voir ce qu'il a filmé ou photographié, puisque le piège photo font à la fois des films ou des photos. Et c'est programmé, c'est des... Oui, en fait, ça se déclenche quand il y a un mouvement devant, si tu veux. Okay. Donc, des fois, c'est juste le vent, des fois, c'est une feuille, des fois... Voilà. Et en fait, on suit un peu ses échecs aussi parce que c'est très très long. Enfin, ça se passe sur plusieurs années, 2-3 ans. Ouais. Et, il y a même des fois, il baisse les bras, il dit ben non, j'y arriverai pas, je les verrai pas, ils viendront pas. Et puis, c'est une rencontre en fait. C'est une quête, ouais. une rencontre. Et puis c'est très très bien filmé. Et donc ça s'appelle La Vallée des Loups. La Vallée des Loups. Ouais. Et le gars, il avait fait. Moi, je me souviens avoir vu un reportage de ce type-là. J'avais 17 ou 18 ans. Et en fait, c'était les reportages Connaissance du Monde. Et c'était sur l'Irlande. Donc j'étais allé voir et j'ai fait le rapport après. Parce qu'en fait, il y a un making-of là, et puis où il évoque un petit peu ce qu'il a fait avant. Et notamment, il a pas mal bossé sur l'Irlande du Nord, quoi. Donc, où là, c'est pareil, c'est pas un problème de religion, c'est un problème social. Hein. Entre les pauvres qui sont catholiques et ceux qui ont le pouvoir et qui sont protestants. Quoi. Les choses sont dites comme ça. Ouais. Caroline, je vois que tu as encore des petites choses devant toi. Non, mais parce que là, d'entendre parler Ronan et Laure qui se sont conseillés des films, moi ça me fait penser à... Et puis aussi on parlait d'Irlande, mais il y a l'Angleterre pas loin, et avec Ronan, l'hiver dernier, on a partagé, je sais pas si... Ben non, Laure, tu regardes pas de films, sauf des documentaires. On a partagé une petite passion pour... On peut dire ça. pour 2 séries anglaises toutes les deux. Ah, je crois deviner. Non ? Qui ont été diffusées sur Arte. Peaky Blinders, non ? Non. Ah non. Non. Alors non, vraiment des petites choses. C'est pas du tout... Ouais, je sais pas si ça a coûté très cher, hein, tout ça. Mais franchement... On n'a pas le titre, donc... il y a deux séries. Il y en a une qui s'appelle Mum. Ouais. Et qui se passe plutôt en banlieue, quoi. En ville. Ouais, c'est 2... Et l'autre s'appelle... Détectoristes. Voilà. Et donc, c'est l'histoire de 2 copains, Andrew et Lance, qui ont des détecteurs de métaux et qui vont dans la campagne anglaise chercher un trésor. Ok. Et il se passe pas grand-chose, mais c'est vraiment les relations entre les gens. Pour des détectoristes, ils sont dans un petit club. Un club ils doivent être 6 ou 7. De détecteurs de... détectoriciens. Ouais, je sais pas, chercheurs de trésors avec des détecteurs. Et en fait, on les regarde chercher les métaux, quoi. On les regarde chercher. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, il y a 3 saisons. 3 saisons, il y a 6 épisodes à chaque fois de 30 minutes. Donc, tu vois, c'est... Ah oui, c'est court. C'est très court. Et c'est très sympa. Et c'est plein de bons sentiments. Et, ils ont du cœur. Ouais. Et il y a le chef du club, le président du club de détectoristes, là, qui est incroyable, parce qu'il il donne l'impression qu'il dirige une multinationale. Il est tout en train de parler de communication, il a des idées, et il est accompagné de sa femme, qui est incroyablement gentille, et toujours en train de penser à la citronnade qu'elle va leur faire. Redoutable citronnade. Oh non, et c'est un bonheur. Et même, c'est l'histoire d'une femme, Cathy, la soixantaine, qui vient de perdre son mari. Alors, c'est vrai que le premier épisode, des fois, il peut être un peu... parce que c'est pas très marrant au début. C'est le jour de l'enterrement. C'est le jour de l'enterrement. Et en fait, toute l'histoire, c'est toute la famille de cette femme-là qui gravite autour d'elle et puis qui prennent beaucoup de place, en fait. Ils prennent toute la place. Et elle essaye de naviguer entre tous ces gens-là. Et est-ce qu'il y a un sens caché au sens, pareil, regard sur la société, ou
Ou c'est vraiment du premier degré, quoi? C'est des portraits, des C'est petites peintures, quoi, de gens. avec les rapports problématiques qu'il y a entre humains, quoi. entre humains, ouais. C'est ça, ouais. Et Detectorist, c'est un peu ça aussi. Et c'est 2 séries britanniques. Oui. Ouais. Donc il y a un peu d'humour aussi, certainement. Ouais, mais c'est très. quasiment que ça. C'est assez décalé. Moi, j'aime bien. Donc c'est sur arte.tv. Ouais. Je sais pas si on trouve ça sur Arte VOD. Je sais pas s'il est sur la médiathèque numérique. Même l'a été, mais des fois il bouge. Hein, Les catalogues évoluent de toute manière. Et sur Arte, c'est pareil. Il y a un moment, même je l'avais vu une première fois, je voulais le voir une deuxième fois. Il n'y avait plus. Et puis quelques temps après, c'est revenu, ils l'ont remis. Donc faut aller voir, quoi. Ok. Comme vous parlez de rapport humain, je vais rester dans le cinéma. Désolé Laure. Ah non, c'est pas grave, ça m'intéresse. J'en ai peut-être déjà un petit peu parlé avec toi, Caroline, mais peut-être pas avec vous. Là, on va parler peut-être de ce qui est mon réalisateur préféré de tous. C'est un réalisateur sud-coréen qui s'appelle Hong Sang-soo. Un héritier un peu, selon moi, du cinéma français du siècle dernier, qui s'est un peu réapproprié le cinéma naturaliste pour en faire à sa manière. Et les thématiques de tous ces films sont exactement les mêmes, c'est-à-dire très souvent la rencontre amoureuse, le rapport homme-femme, très souvent, avec des personnages qui proviennent toujours du même milieu social, c'est-à-dire le sien. Dans toutes ces interviews, en fait, Hong Sang-soo explique qu'il ne se voit pas raconter des choses qu'il ne connaît pas. Du coup, ces personnages sont toujours des petits réalisateurs, des metteurs en scène de théâtre, des acteurs, voilà, des gens qui gravitent dans son milieu social à lui. Et là, je vais vous parler d'un film, et vraiment, je recommande toute la filmographie. Selon moi, c'est vraiment un sans faute, il n'y a rien à jeter. Mon film préféré de lui, c'est un film qui s'appelle Un jour avec, un jour sans. Et la spécificité, en fait, de ce réalisateur, c'est que quasi tous ses films sont composés en grande partie de plans-séquences, c'est-à-dire qu'il y a très peu de découpage dans le film. Si la conversation dure 20 minutes, eh bien, il va filmer une conversation de 20 minutes en plan fixe. Et comme il n'y a pas de découpage, eh bien, s'il a besoin de se concentrer sur un personnage, eh bien, tout simplement, il va zoomer dans sa direction et revenir en arrière. Et ce que je trouve génial en fait dans cette manière de faire, c'est que justement, ça nous laisse le temps de décrypter la moindre expression faciale de ces personnages. Et notamment, comme il aborde très régulièrement la question de la rencontre amoureuse et du jeu de séduction qui se fait, etc., eh bien, c'est l'évolution des sentiments, de la perception de l'autre qu'on va pouvoir en fait décrypter sur le visage des uns et des autres. Dans le cadre d'Un jour avec, un jour sans, on va suivre du coup un réalisateur qui part dans une petite ville dans la campagne coréenne, une ville de taille moyenne, et il vient pour faire des repérages, pour trouver des endroits où il pourra filmer éventuellement son prochain film. Et un jour, alors qu'il se repose en fait dans un temple, il réfléchit un peu à la vie en profitant du soleil, eh bien, il va tomber sur une jeune fille qui, elle aussi, fréquente ce lieu et boit un petit jus de fruits. Et au moment où il se réveille, il la voit, on comprend tout de suite qu'il tombe sous le charme totalement. Et donc va débuter à partir de là un petit jeu de séduction où ils vont un petit peu discuter. Il va l'inviter à boire un café dans un café. Et dans tous les films de Hong Sang-soo, la plupart des scènes se passent soit dans des cafés, soit dans des bars. Et très souvent, l'alcool sert à débrider les personnages et à faire ressortir ce qu'il y a au plus profond d'eux. Et là, du coup, d'abord dans un café, puis dans un bar. Et dans un bar, du coup, la discussion se débride. On rentre encore plus dans la séduction, etc. Là, je suis toujours dans la première partie du film. J'en dévoile pas trop, même si en soi, c'est vraiment pas problématique, parce que ce qui compte, c'est pas en fait ce que raconte le réalisateur, c'est la manière dont il va le faire. Jusqu'au moment où la jeune fille va l'inviter, après avoir mangé des sushis et bu un petit peu trop d'alcool coréen ensemble, les deux sont particulièrement éméchés. Elle a rendez-vous avec des amis à elle dans le café, je crois, d'une de ses amies.
Et sauf que pas de chance pour le réalisateur parce que les deux amies de la jeune fille connaissent le réalisateur, son travail, et sont un peu curieuses et connaissent aussi sa vie personnelle. Et donc au cours de la conversation, eh bien, on apprend que ce gars a tendance à être plutôt séducteur et qu'en plus, il est déjà marié. Et en fait, ce qui est génial, c'est que pendant tout cet échange, petit à petit, la caméra se rapproche du visage de la jeune fille et on voit que son visage s'écroule petit à petit, puisque elle, qui commençait à tomber sous le charme et tout, découvre qu'en fait le mec est un coureur de jupons, etc. Et qu'il est même marié. Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout est dans la subtilité des visages, etc. Ce que j'adore avec ces films, en fait, c'est qu'on a l'impression d'être nous-mêmes dans un café et d'être un petit peu voyeur en quelque sorte, et d'être là posé très confortablement, parce que les plans sont toujours magnifiques. C'est très souvent des plans fixes, mais l'angle, la lumière, tout est parfaitement choisi, malgré des moyens qui sont quand même très faibles, on va dire. C'est pas des gros budgets, etc. Et du coup, on a vraiment cette sensation d'être confortablement installé avec son chocolat chaud dans un café, dans un endroit qui est douillet, etc. Et d'épier en quelque sorte des conversations, des rencontres amoureuses, les problématiques personnelles des protagonistes, etc. C'est absolument savoureux. Et le génie de ce film, c'est qu'en fait, il se divise en deux parties. Là, en fait, je vous ai seulement raconté la deuxième partie. La première partie et la deuxième partie, c'est exactement ou quasi la même chose, avec des petites variations dans l'histoire, avec une fin qui va être différente. Et ce qui est génial, c'est que pendant tout le film, on se demande, mais est-ce que la première partie du film, le personnage principal l'a rêvé ? Est-ce que tout simplement, le réalisateur a voulu nous raconter deux histoires qui auraient pu se dérouler, etc. Et au final, on s'en fiche. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est le plaisir qu'on a à revoir le même film et à repérer toutes les petites différences, et ce qui va conduire à une fin qui n'est pas la même. Et déjà que la première partie était savoureuse, mais le fait de revoir quasi la même chose, allant dans une autre direction ensuite, c'est génial. Et vraiment, tous ces films jouent beaucoup avec ça, avec les rencontres, ce qu'on se cache et ce qu'on dévoile lors de la séduction, ce qu'on porte aussi en chacun de nous, c'est-à-dire le bagage, c'est-à-dire peut-être les déceptions amoureuses qu'on a pu avoir par le passé. Bref, c'est savoureux, c'est toujours un plaisir. Et moi, à chaque fois que je vois ces films, je me dis, mais en fait, je pourrais passer ma vie à ne regarder que ça, tellement c'est délicieux. Pour moi, c'est vraiment le qualificatif parfait pour le cinéma de ce réalisateur, c'est que c'est délicieux. C'est toujours un plaisir. En plus, on voit qu'avec le temps, il affine son style, il le perfectionne, il va de plus en plus dans la simplicité, là où il pourrait se permettre d'aller plus loin. Eh bien, au contraire, c'est un peu comme un diamant qui est poli avec le temps. Et je trouve que depuis 2010, ces films sont encore plus précis, efficaces. Il n'a pas besoin de s'éparpiller, etc. Il va au plus simple et génial. Vraiment, Hong Sang-soo, de toute manière, il y aura tout dans la description. Alors moi, mon préféré, c'est celui-ci. Le film que je conseille pour découvrir sa filmographie, je trouve que c'est le plus simple dans lequel rentrer. C'est un film qui s'appelle Hill of Freedom. C'est assez génial. Et en plus, nous, en termes d'identification, ça marche encore plus facilement parce que on va suivre un étranger qui arrive en Corée. Donc ça nous aide à nous identifier, qui va partir à la recherche en fait d'une femme avec qui il a dû être amoureux, etc. Et en fait, le film commence avec cette femme qu'il cherche, qui va récupérer sur son lieu de travail un tas de lettres que le jeune homme lui a laissées. Et en fait, l'histoire est racontée par le biais des lettres qu'elle va lire. Sauf qu'au moment où elle va quitter son lieu de travail, elle va faire tomber les lettres par terre et elle va les ramasser, et du coup, elles vont se retrouver pas dans le bon ordre, et elle en aura même oublié quelques-unes dans les escaliers. Et du coup, tout le film est raconté par tranches de vie de cet homme qui part à la recherche de cette femme, mais qui ne sont pas dans le bon ordre. Et il manque même quelques éléments. Et du coup, c'est génial, parce que nous, on se retrouve à vouloir recoller les morceaux. Et pendant le temps où il va essayer de retrouver son amour d'il y a quelques années, il va aussi se laisser séduire par une jeune femme qui travaille dans un café du coin, etc.,
cet amour naissant, mais aussi les déceptions et le fait qu'il garde toujours à l'esprit cette autre femme qu'il recherche en Corée. C'est absolument délicieux. Et là, pareil, des scènes dans des cafés, des scènes où on boit de l'alcool. Parce que en fait, le réalisateur, lui, a tendance aussi un petit peu à picoler et aime bien raconter la manière dont l'alcool débride un petit peu les relations. Et ce qui est génial, c'est que même quand il filme des scènes dans Séoul ou dans des grandes villes coréennes, il a ce talent de toujours nous donner l'impression que les grandes villes coréennes sont des petits villages, en fait. C'est-à-dire que les gens tombent sur d'autres personnes qu'ils connaissent, il filme toujours les petits quartiers, il les filme de très près, donc vraiment on a l'impression d'être dans un village, alors qu'en réalité, très souvent, on est dans Séoul ou à Busan, etc., ce qui sont des grandes villes coréennes. C'est génial, ces acteurs sont très très bons. Il a pendant très longtemps travaillé avec des acteurs qui n'étaient pas de renom, on va dire, des grands professionnels. Et aujourd'hui, en fait, malgré le fait qu'il ne fait pas un cinéma qui est grand public et qui fait des centaines de milliers d'entrées, etc., il a une telle renommée que certains grands acteurs acceptent même des fois de travailler gratuitement pour lui. Il a reçu pas mal de prix. Enfin, moi, je trouve ça absolument génial. Il est souvent cité dans les meilleurs films de l'année par les cahiers du cinéma, etc. Et en plus de ça, si vous vous lancez dans sa filmographie, il y a de quoi faire parce qu'il est très productif. Certaines années, il arrive même à réaliser 2 films. Là, je crois qu'il a une filmographie de quasi 20 films à regarder. Et voilà, ça se savoure, ça se déguste, on les regarde à la suite. Et c'est visible sur on a beaucoup de chance parce que ces films sont pas énormément édités. On les a tous sur, ou presque, pas tous, mais on en a une grande partie sur la médiathèque numérique. Et dans les médiathèques, on en a quelques-uns qui ne sont pas sur la médiathèque numérique, on les a en DVD. Donc on peut quasi se faire toute sa filmographie avec nos DVD et la médiathèque numérique. Vraiment, enfin moi c'est, je pense, mon réalisateur préféré. Je sais que ça plaira pas forcément à tout le monde parce que c'est assez déstabilisant. Notamment, beaucoup maintenant ont l'habitude de films qui sont surdécoupés, très rapides, etc. Et là, on est dans l'exact opposé. En plus de ça, c'est aussi accepter que moi j'aime beaucoup le cinéma asiatique et les Asiatiques ne jouent pas du tout de la même manière que les Européens. Souvent, alors là, c'est dans la finesse, mais très souvent, les expressions sont plus fortes sur les visages, etc. C'est assez différent. Mais je pense que le premier film peut être déstabilisant, mais une fois qu'on a compris, et c'est un peu le but de ce que je vous ai raconté, c'était d'un peu mieux comprendre son univers. Une fois qu'on a cerné un peu l'univers, les thématiques, les enjeux et la manière de faire, c'est savoureux. Voilà. Merci, ça fait envie. C'est ça. C'est le but, c'est le but. Je vois que tu as devant toi un petit livre. Est-ce que tu voulais nous en parler, Caroline ? Oui, Caroline, parle-nous-en. Oui. Alors, ça s'appelle Churchill à la plage. J'ai lu ça au printemps, là. Le sous-titre, c'est le vieux lion dans un transat. En fait, il fait partie d'une collection éditée par Duno. Peut-être vous connaissez les éditions Duno. C'est des éditions anciennes qui éditent des livres plutôt scientifiques, pédagogiques, documentaires, voilà, sur des sujets bien précis. Et là, ils ont créé une collection qui vulgarise, mais avec beaucoup de qualité, quoi. Soit des trajectoires historiques, soit des concepts scientifiques. On va parler de Newton. Enfin, pas dans celui-là. Je me perds en route. Faut que je mette des lunettes parce que j'arrive pas à lire. On te laisse le temps de le faire. Donc, par exemple, dans cette collection, on va retrouver Turing à la plage. Donc, ça va parler à la fois de la vie d'Alan Turing, mais aussi de son travail, quoi. Ok. Darwin. Donc, il y avait Newton, Galilée, Schrödinger. Et on va trouver aussi une écrivaine, Colette,
il y aura Marx, Proust, De Gaulle, voilà. Et moi, j'ai choisi de lire Churchill parce que j'ai regardé The Crown, que le personnage de Churchill dedans est très très bien campé et ça m'a... Et puis en fait, ça fait des années que j'entends des phrases, des citations de Churchill qui me semblent quand même assez brillants. Et donc, ça a été l'occasion de me plonger dans sa biographie. Et j'ai pas été déçue parce que c'est... le titre dit bien ce que ça veut dire, quoi. C'est... même s'il y a des choses que j'ai dû relire... parce que j'ai pas l'habitude de l'histoire, en fait, et de lire des documentaires sur l'histoire. Du coup, c'est pas du tout romancé, c'est vraiment... C'est pas romancé, mais alors elle a un ton, l'écrivain, qui emmène. Ouais. En fait. Ça reste quand même très narratif. Et, c'est une bio, du coup. oui, c'est une mini-biographie, mais bon, avec tout ce que ça comporte. On nous parle de la Normandie, du débarquement, de tout ce qu'il a fait pendant la guerre, de tout ce qu'il a fait avant. C'est un gargantua, quoi, de tout, en fait, de la vie dans son entier, aussi bien de la nourriture que de la boisson, que des arts. Il a pratiqué la peinture, l'écriture, il a eu le prix Nobel. Au moins une fois, peut-être deux. Il se targuait d'avoir fait la dernière charge à cheval en Afrique du Sud. Mais voilà, ce genre de choses. Moi j'ai du mal un peu à recontextualiser tout. Mais c'était pas un handicap. Elle fait ça très bien. C'est pas non plus un empilement de faits, de chiffres. Tu peux le lire d'un trait sans souci. Et puis, je trouve qu'elle rend bien le caractère du bonhomme, je pense. Je ne sais pas si c'est lié, mais je ne sais plus si c'est Arte ou France 5. C'est De Gaulle à la plage. Et alors du coup, je ne sais pas si c'est ça qui est adapté. Ah bah sûrement. Je pense une que bande ça dessinée. a un lien. Oui, en fait, c'est vraiment des petits... Il y a une bande dessinée, De Gaulle. D'animation, quoi. Enfin, par contre, c'est peut-être adapté de la BD. Je pense, ouais. Et alors, par contre, est-ce qu'il y a un lien avec... non, peut-être pas. Parce que le titre, c'est ça aussi, c'est De Gaulle à la plage. Et puis, donc, c'est un petit film d'animation. C'est très court, hein, il y en avait plusieurs, quoi, tous les jours. Je ne sais pas comment ça passait, mais... Et bon, pour le coup, je pensais que ça avait peut-être un lien aussi. Dans les collections, on a différents bouquins, notamment, je pense à François Kersaudy, si je ne dis pas de bêtises, qui a fait une bio de Churchill que j'avais lu, pour le coup, assez un pavé, hein, et puis intéressante, mais bon, fallait aller au bout. Et autrement, il avait fait un autre petit bouquin sur Churchill, un dictionnaire. Et donc, tu parlais de phrases de Churchill, et c'était classé de manière thématique. Le regard qu'il avait sur la France, le regard qu'il avait sur l'Allemagne nazie, sur son rapport à l'Empire britannique, puisqu'en fait, il se désolait que tout partait, que l'Empire britannique était démantelé petit à petit. Et le bonhomme était intéressant, très réac, mais intéressant quand même. En même temps, intéressé par les progrès sociaux, quand même. De son époque, quoi, mais il avait un regard là-dessus, quoi, sur les pauvres. Et du coup, en disant que c'était normal qu'il y ait des riches et des pauvres. Bon. C'est la série The Crown qui t'a donné envie de lire ça, du coup. C'est une série qui t'a plu aussi, The Crown? Oh oui, j'ai bien aimé. Bah voilà, c'est historique. Ils font ça bien, quoi. Ouais. Bon, après, par contre, The Crown s'offre des libertés, quoi, dans le récit, mais c'est vrai que c'est très bien fait. Ouais, et l'acteur qui jouait Churchill était... Après, j'ai regardé aussi un film qui s'appelle peut-être Churchill, qui n'est pas vieux. Sur juste en 1940, là, juste avant le... Avant quoi, Ronan? Aide-moi. Je sais... mais c'est quelques jours qui ont décidé... Dunkerque, c'est pas ça, voilà. Où ils vont chercher, où Churchill envoie les bateaux chercher les soldats anglais et quelques Français aussi qui sont dans la nasse, là, encerclés par les Allemands à Dunkerque. Ok, on se penchera là-dessus. Hein. Il y avait une citation dans l'ascenseur à la médiathèque que le public voit pas, mais qui disait, c'était une citation de Churchill,
à De Gaulle qui lui proposait un rendez-vous à 7h du matin, il lui répond, disons 6h, mon général, nous prendrons notre douche ensemble. Voilà. Laure, tu avais peut-être d'autres petites choses Moi, j'ai un dernier, Ouais, toujours, dis-nous. sur l'histoire, mais sur une autre période, qui s'appelle, donc c'est un roman, qui s'appelle La caravane du pape, et qui a été écrit par Hélène Bonafous-Murat, je ne sais pas trop comment, Bonafous, je ne sais pas comment on prononce. Et alors là, pour le coup, vous connaissez mon amour des livres anciens. Donc en fait, on suit Léon Alacci, je ne sais pas comment on prononce. On est à Rome en 1669. Et en fait, il va mourir. Et il repense à sa vie. Et donc on est c'est un homme d'église, et il repense à sa vie. Et il repense notamment à la grande mission qui lui a été confiée. À savoir, en 1623, il a été envoyé par le pape Grégoire XV. Il a été envoyé à Heidelberg, en Allemagne, pour aller récupérer la plus grande bibliothèque protestante d'Allemagne, voilà. Et du coup, qui était effectivement connue comme étant la bibliothèque, la mère de toutes les autres bibliothèques. Donc une bibliothèque riche de milliers de manuscrits et de livres imprimés pour l'époque. Et donc, en fait, sa mission, et donc c'est une histoire vraie, sa mission, c'est de monter en Allemagne et redescendre jusqu'à Rome, de faire transhumer, en fait, on va dire, la bibliothèque. Donc, en fait, ils vont piller la bibliothèque à Heidelberg, et on va suivre tout le chemin. On va suivre la caravane qui va redescendre jusqu'à Rome avec en fait, on les suit à vider la bibliothèque dans des caisses, à mettre les caisses. C'est très long, en fait. Il y a des passages qui sont assez longs parce que on est en 1600, quoi. Donc, les moyens humains, les moyens de transport, on a l'impression d'y être. On a l'impression vraiment que le temps est long, que les journées sont longues, que les transports sur la journée sont... Enfin, on ne faisait pas les mêmes distances qu'aujourd'hui, donc on sent vraiment ça. Et donc il y a 196 caisses qui sont emmenées par des chevaux, des ânes, et voilà, qu'on emmène. Et au fur et à mesure, il y a des villageois qui viennent aussi se rajouter au cortège, parce qu'eux, ils fuient la guerre de 30 et ils fuient les villes où ils vivent. Et ils s'en vont aussi, et ils accompagnent sur des bouts de route le cortège. Il y a des actes de vandalisme, il y a des pillages. Donc, et Léon Alacci, lui, essaye de tout faire pour contenir cette caravane entière, reclouter les caisses pour pas qu'on les vole, les marquer. Et donc, en fait, toute cette bibliothèque qui a été déplacée constitue aujourd'hui la base de la Bibliothèque Vaticane. Et ces bouquins sont toujours à la Bibliothèque Vaticane et n'ont jamais été rendus, malgré plusieurs demandes de l'Allemagne, ils n'ont jamais été rendus à l'Allemagne. Donc voilà, quand on est intéressé par l'histoire du livre, par l'histoire des manuscrits, c'est un roman qui apporte plein de choses, parce que ça parle de... on a l'impression de voir les manuscrits, enfin en tout cas moi, quand je les lis, je visualise les manuscrits, je visualise les enluminures, j'imagine les peaux, les toucher, enfin... Je l'ai lu et j'ai eu la même réaction que toi aussi. Quand il parle des manuscrits, je voyais tout à fait, ou quand il parle des bouquins imprimés, là, je voyais tout à fait à quoi ça ressemblait, et il y a cette longueur où en fait les caisses sont dans des chariots au début, après il faut passer les Alpes, donc des chariots où on passe à des caisses sur des ânes, et c'est vrai que le livre est un peu en longueur, mais au final moi j'ai bien aimé aussi. Ronan, t'avais encore des petites choses? Juste une dernière chose aussi, c'est toujours pareil, c'est un documentaire, hein, c'est pas de la fiction. Et là, en fait, c'est mon côté un petit peu intérêt pour la nature encore. Et donc, ça s'appelle L'histoire naturelle de Selborne. Ça a été écrit par Gilbert White et ça a été publié en Grande-Bretagne. C'est un prêtre, un pasteur anglais. Et c'est publié en 1789. Et il faut savoir que c'est un bouquin qui a été réédité plus de 300 fois.
C'est le 4e bouquin après la Bible, Shakespeare et le Dico Arabe, qui a été le plus publié. Et il faut attendre 2011 pour avoir une publication en français. C'est assez étonnant. Et en fait, c'est un échange de courriers entre des naturalistes de l'époque. Et alors donc c'est White qui écrit à Thomas Pennant et puis Dane Barrington. Et c'est vraiment Gilbert White est considéré comme le père du naturalisme moderne, et parce qu'il privilégie l'observation. Alors, ça les empêche pas de temps en temps d'aller tirer une bestiole pour l'ouvrir et regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, mais c'est avant tout sur de l'observation. Et c'est vrai que moi qui fais pas mal d'ornitho de terrain, il y a plein de choses qui me parlent, j'apprends des choses aussi. Il parle de choucas, puisque le choucas est très connu dans le coin, de choucas qui vont nicher dans des terriers de lapins. C'est assez étonnant. Et voilà, enfin je voulais juste... La liste aussi, le choucas dans le terrier. C'est étonnant, effectivement. Et donc on va juste parler de ce bouquin-là qui est un des bouquins les plus publiés en Grande-Bretagne, et il a fallu attendre 2011 pour pouvoir le lire en français, quoi. Donc pour le coup, moi je l'ai lu sur la liseuse, et en fait il est téléchargeable sur le site des médiathèques. Ok, nickel. Voilà. Ça fait pas mal de choses à découvrir. Moi je finirai juste par une petite chose, à moins que quelqu'un d'autre ait envie de prendre encore la parole après, on verra. Moi côté livre en ce moment, ce que je lis c'est principalement du théâtre. Et notamment, je relis pas mal de pièces de Anouilh, Jean Anouilh. Je crois que j'avais parlé avec toi d'Antigone, qui est, je pense, mon livre préféré tout court. Antigone, je ne sais pas si je vais... Ça m'évoque le lycée, moi. En fait, mon premier rapport à Antigone, effectivement, c'est l'étude de quelques extraits au lycée. À l'époque, c'était un peu rebutant, quoi. Ça ne me tentait pas du tout. Et j'ai eu l'occasion... de le relire, et c'est un livre que je relis régulièrement maintenant parce que hyper actuel. Se dire que l'histoire d'Antigone, c'est l'Antiquité, réécrit là au XXe siècle et aujourd'hui encore actuel. La tragédie de cette jeune femme qui va être amenée à se sacrifier pour l'honneur de son frère. Et en fait, ce qui est particulièrement attrayant, je trouve, dans cette version de Jean Anouilh, c'est les dialogues, en fait. C'est une écriture qui est absolument somptueuse, et notamment les échanges entre le roi Créon, frère d'Œdipe et donc oncle d'Antigone, mais aussi père de celui dont Antigone est amoureuse. Et voilà, c'est... cet oncle qui est partagé entre le fait qu'il doit punir sa nièce pour l'exemple et pour montrer au peuple que c'est un dirigeant digne de ce nom, mais forcément l'affect qu'il a pour elle et surtout pour son fils, c'est hyper bien écrit. Mais l'autre pièce dont je voulais parler, qui est peut-être beaucoup moins connue, qui s'appelle Monsieur Barnett, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une toute petite pièce qui se lit très très rapidement. En fait, le livre est même composé de 2 pièces. Il y a celle-ci et l'orchestre. Mais celle-ci m'a beaucoup plu parce que commence comme quasi une comédie et termine là aussi en tragédie. On va suivre, on parlait tout à l'heure de bourgeoisie, eh bien, une fois de plus, un homme riche et opulent qui a quasi tout pour lui, si ce n'est une chose, eh bien l'amour. Et du coup, il va aller, comme régulièrement, à son salon de coiffure et va être accueilli par, de mémoire, c'est sa manucure et sa coiffeuse habituelle. Et le début commence comme un badinage, mais au final, c'est un peu un dialogue de sourds parce que les 2 autres sont envieux de la situation de Monsieur Barnett qui forcément a tout pour lui. Eux sont persuadés qu'il a toutes les femmes à ses pieds, etc. Sauf que lui n'a pas celle qu'il aimerait. Et chacun est en fait concentré sur ses problèmes propres, etc.
Jusqu'au moment où Monsieur Barnett, ennui de santé, va commencer à mourir à petit feu sur ce fauteuil. Et du coup, tout ça va se transformer en tragédie. Et donc, c'est une scène qui semble se dérouler sur une temporalité d'à peine 1 heure, mais qui bascule d'un genre à l'autre en très très peu de temps. Là aussi, c'est absolument génial. Et voilà, les différences entre, une fois de plus, les classes, les préoccupations des uns et des autres, parce que chacun a des problèmes, c'est-à-dire que, de mémoire, il y a une des 2 autres personnes qui a perdu son conjoint il y a peu de temps. L'autre est persuadé qu'elle aurait pu faire, ou qu'il aurait pu, je ne sais plus, faire de grandes choses si les choses s'étaient passées autrement. Bref, c'est génial à lire. C'est même le genre de texte où on prend plaisir à le lire à haute voix. On vit le texte, etc. C'est génial. Penchez-vous là aussi sur l'œuvre de Anouilh, puisque généralement on retient Antigone, mais il y a plein d'autres choses qui sont très chouettes. Et si vous aimez le théâtre, c'est top. Je pense qu'on a à peu près tous fait le tour. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant de se quitter ? Non ? Ce que je vous propose, c'est qu'on se donne rendez-vous du coup le mois prochain pour un nouvel épisode du club. Et je vous dis salut à vous 3. Salut.